Welcome to the Atlantic Perspectives podcast. Bienvenue pour ce premier épisode du podcast La Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobet. Et pour commencer, revenons aux origines. L'objectif est de comprendre la position des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Si l'alliance entre ces deux continents a pu paraître évidente depuis la Deuxième Guerre mondiale, cela n'a pas toujours été le cas. Et si depuis la première élection de Donald Trump en 2016, cette alliance est testée, défiée, malmenée, eh bien, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Au passage, quand vous entendez parler de relations transatlantiques, est-ce que vous y voyez quelque chose de solide ou au contraire un équilibre fragile ? Au fil des épisodes, nous verrons comment les présidents américains et leur administration ont envisagé leurs relations avec l'Europe. Cette première saison sera consacrée aux 5 premiers présidents américains, qui font partie des pères fondateurs des États-Unis. Mais aujourd'hui, pour cet épisode introductif, remontons avant George Washington, avant même qu'il n'y ait un président, pour comprendre comment les États-Unis sont nés. En effet, contextualisons un peu. Comment, des premiers navigateurs européens à George Washington, premier président, les États-Unis ont été créés ? L'histoire des États-Unis, justement, commence bien avant leur indépendance, avec l'arrivée des Européens sur le continent. On se souvient tous de la date de 1492, lorsque Christophe Colomb pense arriver en Asie. Mais il n'est pas le premier navigateur à arriver sur les côtes du continent. Il y a eu plusieurs expéditions européennes à travers l'Atlantique. C'est au XVIe siècle que les choses sérieuses commencent. L'Europe explore, conquiert, installe. Les Espagnols explorent la Floride, le sud-ouest et l'équivalent de la Californie actuelle, et y fondent quelques colonies permanentes. Les Français, eux, s'installent plus au nord, autour des fleuves Saint-Laurent et Mississippi, créant ainsi la vaste Nouvelle-France dont fait partie la Louisiane, Terre-Neuve, l'Acadie et le Canada. Pour la petite histoire, la Louisiane est nommée en l'honneur du roi Soleil, Louis XIV. À noter qu'à cette époque, la Louisiane est bien plus grande que l'état de la Louisiane actuelle. Concernant la colonisation hollandaise, ils commencent à explorer l'Amérique du Nord dès le début du XVIIe siècle, remontant le fleuve Hudson. Ils établissent des comptoirs dans les régions appelées Nouvelle-Hollande, région côtière des actuels États de Pennsylvanie, New York, Connecticut et Massachusetts. Sur l'île de Manhattan est fondée la Nouvelle-Amsterdam, où s'installent des colons hollandais, wallons, flamands et français. Les Britanniques sont aussi présents sur le continent depuis le début du XVIIe siècle, et étendent leur domination sur le nord-est du continent et s'emparent de la Nouvelle-Amsterdam qui devient New York en 1664. La langue anglaise remplace le néerlandais, mais l'influence économique et sociale des Hollandais persiste, et la diversité du peuplement montre que l'immigration est un trait durable des colonies nord-américaines. À l'origine, c'est donc l'Europe entière qui façonne l'Amérique. Les navigateurs, les missionnaires, les commerçants, mais aussi les rivalités entre les couronnes. Mais ces ambitions européennes se déploient sur des terres déjà habitées. Des nations amérindiennes, aux cultures, langues et alliances diverses, peuplent le continent. Certaines nouent des relations commerciales ou militaires avec les puissances coloniales, notamment les Iroquois avec les Britanniques, ou les Hurons avec les Français, tandis que d'autres résistent à toute intrusion. Si leur rôle est essentiel dans l'histoire nord-américaine, il reste en marge de notre propos, car c'est avant tout le dialogue entre l'Europe et le futur État américain qui nous intéresse ici. Au XVIIe siècle, la colonisation britannique prend donc de l'ampleur. 13 colonies prospèrent sur la côte atlantique, du Massachusetts à la Géorgie. Certaines vivent du commerce et de la pêche, d'autres des grandes plantations, où l'esclavage se développe. Ces colonies sont différentes les unes des autres, mais elles partagent peu à peu un même sentiment d'identité. Elles élisent leurs représentants, débattent de leurs impôts et gèrent leurs affaires locales. Un avant-goût de démocratie, à 1000 lieues du contrôle royal. En Europe, la rivalité entre puissances coloniales atteint son apogée avec la guerre de 7 ans, qui se déroule de 1756 à 1763. En Amérique du Nord, ce conflit oppose directement la France et la Grande-Bretagne. La victoire britannique marque un tournant. La France perd le Canada et la plupart de ses possessions, tandis que la Grande-Bretagne devient la première puissance coloniale du continent. Ce conflit peut être considéré comme le premier conflit mondial, avec un grand nombre de belligérants. D'un côté, la Grande-Bretagne, avec la Prusse, certains États du Saint-Empire germanique, l'Irlande, le Portugal et les Iroquois. De l'autre côté, la France, l'Autriche, la Russie, la Suède, l'Espagne et un autre État du Saint-Empire germanique. Bref, le résultat de ce conflit fait que dans les colonies, l'Angleterre prend le dessus sur la France dans plusieurs régions. Et c'est en 1763 que l'Angleterre et la France, avec l'Espagne, signent le traité de Paris. Louis XV
roi de France, délaisse la plupart des possessions nord-américaines afin de garder ses comptoirs dans les Indes. La Nouvelle-France devient alors une possession britannique, sauf la Louisiane qui est cédée à l'Espagne en 1762. La victoire britannique a un coût. Londres est lourdement endettée. Elle impose de nouveaux impôts sur les colonies. Celles-ci ne sont pas du tout d'accord. Ils font valoir le principe qu'un territoire non représenté ne peut être taxé. Et ce, avec le fameux « No taxation without representation ». En plus de ces taxes, les Britanniques veulent un contrôle accru sur les affaires de ces colonies américaines. Par exemple, il est imposé que ces dernières ne doivent acheter que des produits britanniques. Il y a dès lors une forte dépendance économique. On peut même parler de vassalisation économique. Si des navires étrangers veulent faire affaire avec les colonies, il faut d'abord qu'ils passent payer des droits de douane dans un port britannique. En plus de cela, le roi d'Angleterre George III a mis en place une politique de protection des terres tribales pour empêcher l'expansion de la colonisation vers l'ouest. Ces mesures sont perçues comme injustes et arbitraires. Elles nourrissent un ressentiment grandissant. En 1774 a lieu le Boston Tea Party, une étincelle qui met le feu aux poudres. Il faut rappeler que le thé est le produit le plus taxé par la métropole et devient un symbole du différend entre la métropole et ses colonies. À son paroxysme, la crise du thé résulte sur les événements de Boston, où plus de 40 tonnes de thé sont jetées à l'eau. En réaction, le gouvernement britannique impose les Coercive Acts. Ce sont des lois qui punissent la colonie du Massachusetts. Le gouvernement de la colonie est dissous, le port est fermé. En plus du rejet de la métropole, le désir de bonheur et de réussite personnelle alimenté par les opportunités de l'immense territoire nord-américain renforce l'identité américaine des colons. Et tout cela dans un climat de tension qui mène à la guerre d'indépendance. C'est en 1775 que les premiers affrontements éclatent. On parle de la bataille de Lexington et Concord, près de Boston. La colonie du Massachusetts est déjà considérée comme la plus rebelle, la plus hostile. L'armée britannique décide alors de faire tomber le mouvement de résistance coloniale en attaquant la ville de Concorde. Mais au lieu de couper court à la révolution naissante, cette attaque provoque la guerre entre les colonies et la Grande-Bretagne. C'est la guerre d'indépendance qui va propulser George Washington à la tête de l'armée continentale, c'est-à-dire les troupes des 13 colonies. Mais il faut aussi parler de Thomas Paine, qui au début de l'année 1776 appelle l'Amérique à se séparer de la Grande-Bretagne et à rédiger une constitution républicaine. C'est le 4 juillet 1776 que le Congrès continental, l'assemblée qui représentait 13 colonies, adopte la déclaration d'indépendance. Les États-Unis d'Amérique sont nés. Avant même d'avoir un président, avant même d'avoir une constitution, l'Amérique parle déjà à l'Europe. Durant la période allant de la déclaration d'indépendance à l'élection de George Washington, il est quand même important de s'attarder sur quelques personnes clés qui incarnent la diplomatie américaine sur le vieux continent, afin de faire en sorte que le jeune pays soit reconnu par les puissances européennes. Car pour gagner la guerre d'indépendance, les Américains ont besoin d'alliés. Ils ont besoin de financement, de matériel et de soldats. Et vous, si vous deviez citer un nom, qui associeriez-vous spontanément à cette diplomatie américaine naissante ? En 1776, à Paris, un vieil homme à lunettes rondes devient une légende. Benjamin Franklin, le savant, le philosophe admirateur des Lumières, l'inventeur. Considéré comme une figure emblématique du mouvement des Lumières aux États-Unis, il est à la fois myope et presbyte, il invente les lunettes à double foyer. Il invente également le paratonnerre. Bref, arrêtons la digression et revenons à Paris. Dans les salons de Versailles, on le regarde comme un prophète venu du Nouveau Monde. Il négocie le soutien du roi de France à la cause américaine. L'Amérique ne demande pas la guerre, seulement le droit de se gouverner elle-même. En 1778, grâce à lui, la France devient la première alliée des États-Unis. Une alliance scellée à Versailles, le vieux monde tend la main au nouveau. Côté français, plusieurs figures rendent cette alliance décisive. Il y a d'abord le comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Il orchestre l'appui français et signe avec Franklin les traités de 1778. Il y a aussi le fameux marquis de Lafayette, à peine âgé de 19 ans, traverse l'Atlantique pour se battre aux côtés de Washington et plaider ensuite la cause américaine à Versailles. Sans eux, l'alliance ne devient pas victoire. Si l'alliance avec la France est très importante, il ne faut pas négliger le rôle joué par John Adams. Il est d'abord envoyé comme ambassadeur aux Pays-Bas, où il obtient la reconnaissance des États-Unis.
En 1785, il est ensuite envoyé en Angleterre. À Londres, John Adams, ancien révolutionnaire, futur président américain, est l'ambassadeur de la réconciliation. Le roi anglais, sûrement encore meurtri par la défaite, devine probablement avec stupeur que les colonies rebelles ont donc enfanté des diplomates. John Adams a pour mission complexe d'établir des relations diplomatiques avec l'ancienne puissance coloniale. Il faut normaliser les relations après la guerre d'indépendance. Mais retournons en France, car en 1785, un jeune ambassadeur arrive à Paris, Thomas Jefferson, principal auteur de la Déclaration d'indépendance, successeur de Franklin et futur président américain. Francophile lui aussi, philosophe lui aussi, admirateur des Lumières lui aussi, il fréquente Lafayette, lit Montesquieu, et rêve d'un monde régi par la raison et la liberté. Tout homme a deux patries, la sienne et la France. Il observe la France qui s'agite, sentant venir la Révolution. Il y voit le miroir de l'Amérique, le reflet d'un idéal universel. Entre 1776 et 1789, les États-Unis n'ont ni président, ni capitale, ni armée régulière. Mais déjà, ils ont une voix. Celle de Franklin, puis de Jefferson à Versailles, et d'Adams à Londres. Mais pas que. À côté de ces rockstars, d'autres hommes traversent l'océan, porteurs du même message de liberté. Moins célèbres certes, mais tout aussi déterminés. Ils servent la cause américaine dans les coulisses du vieux continent. Il y en a un en particulier que j'ai envie d'aborder. Si on retourne un tout petit peu en arrière. En 1779, à Madrid, un juriste en la personne de John Jay tente d'obtenir ce que Franklin a su inspirer à Paris, la reconnaissance d'un nouveau pays, mais aussi obtenir une aide économique. John Jay, ancien président du Congrès continental, s'efforce de convaincre la monarchie espagnole de soutenir la jeune République. Mais l'Espagne reste prudente. Le roi Charles III craint que s'il reconnaît les États-Unis, cela pourrait éveiller dans ses propres colonies le désir d'indépendance. Mais l'Espagne finit par combattre les Britanniques, non pas s'alliant aux Américains, mais aux Français, au nom du pacte de famille entre les Bourbons. Pour revenir à John Jay, sa persévérance fera de lui l'un des artisans de la paix, et rejoindra bientôt Franklin et Adams à Paris pour négocier la fin de la guerre. En 1783, sa signature figure au bas du traité de Paris. L'indépendance américaine est désormais reconnue par l'Angleterre. John Jay devient sans titre officiel le premier véritable secrétaire d'État des États-Unis. Je conclurai ce passage en disant que ces hommes ont un destin lié par une idée neuve. Avant même qu'un président ne prête serment, il faut entendre la voix d'une nation déjà porteuse d'un idéal. Celui de la liberté politique, de la souveraineté du peuple et de la dignité de l'individu. C'est en 1783 que le traité de Paris acte définitivement la fin de la guerre d'indépendance. Il entérine également la reconnaissance des États-Unis en tant que nation indépendante. Et en 1787, c'est lors de la Convention de Philadelphie que la Constitution des États-Unis est rédigée. Elle est signée par les délégués des différents États de l'Union. En juin 1788, elle est ratifiée et entre officiellement en vigueur en mars 1789. Et en avril de la même année, George Washington, héros de la guerre d'indépendance, est officiellement proclamé premier président des États-Unis d'Amérique. Avec cet épisode, nous avons retracé les origines des États-Unis, depuis les premières explorations européennes jusqu'au lendemain de la guerre d'indépendance, en montrant comment les empires rivaux ont façonné le continent et comment les tensions coloniales ont conduit à la Révolution. Nous sommes également revenus sur les efforts diplomatiques essentiels de Franklin, Adams, Jefferson et Jay en Europe, qui permettent à la jeune République d'être reconnue sur la scène internationale et mènent à l'élection de George Washington. Dans le prochain épisode, nous aborderons la présidence de George Washington, le tout premier président des États-Unis. Une présidence où tout est à construire. Les institutions, la diplomatie, la place du pays dans le monde. C'est le moment où l'Amérique devient vraiment une nation. C'était la Maison Blanche et l'Europe avec Maxime Lobé. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus d'Atlantic Perspective sur notre site internet et suivre Atlantic Perspective sur les réseaux sociaux ainsi que sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Music licensed via Epidemic Sound.